Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un dialogue inclusif au Mali qui s'achève sur plusieurs résolutions prises en compte selon les différentes préoccupations des Maliens. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La finance verte, nouveau défi du continent africain, cherche à se développer grâce au secteur privé. Les acteurs financiers se sont réunis à Dakar pour relever l'importance d'une finance alliée du développement durable. Et enfin, le secteur industriel en République démocratique du Congo qui fait face à des difficultés, notamment avec la diminution des infrastructures dans le pays. Les experts s'insurgent face au gouvernement qui ne propose que des solutions partielles à cette problématique. C'est la fin du dialogue inclusif au Mali qui a débuté le 14 décembre. Une fin marquée par de nombreuses résolutions prises en compte, qui prennent en compte d'ailleurs les préoccupations des Maliens. Une cérémonie de clôture a été organisée ce dimanche 22 décembre avec la présence remarquée de l'ancien président revenu de son exil, Amadou Toumani Touré, auprès du chef de l'État actuel, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de Mokhtar Bari. Mise en place le 25 juin pour consulter les Maliens sur les problèmes qui sont les leurs, le dialogue national inclusif entamait sa dernière phase du 14 au 22 décembre. Après une semaine de réflexion, 4 résolutions fortes ressortent des conclusions. L'organisation d'élections législatives avant mai 2020, l'organisation de référendums constitutionnels, le redéploiement des forces de sécurité sur tout le pays et la révision de certaines dispositions de l'accord de paix. Le peuple malien s'est imprégné de l'esprit du dialogue. Les résolutions et recommandations auxquelles nous avons abouti constitueront, nous en sommes sûrs, un référentiel pour nos gouvernants, tous nos gouvernants, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta salue le travail abattu par les triumvirats, constitués par Baba Akib Aïdara, médiateur de la République, Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, et Aminata Draman Traoré, ancienne ministre. Il est vrai, les choses ne se sont pas passées comme nous l'eussions souhaité. J'espère cependant qu'avec les conclusions issues du dialogue, les frustrations et les malentendus se dissiperont et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre bien commun, le Mali. Cependant, une écrasante majorité de l'opposition a boycotté la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du dialogue national selon Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition parlementaire. La grande surprise de la fin du dialogue, c'est la présence de l'ancien président Amadou Toumani Touré, salué par une standing ovation. Dans le reste de l'actualité, les autorités ivoiriennes ont mis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. Dans ce contexte, l'homme politique qui devait regagner Abidjan ce lundi 23 décembre a dû interrompre son voyage. Son avion privé ayant décollé depuis Paris, un changement de destination a dû être fait. C'est donc à Accra, au Ghana, que l'avion de Guillaume Soro a atterri à 14h30 GMT. Une décision prise de dérouter l'appareil, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour son arrivée, avec la crainte de se faire arrêter. Le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah est décédé ce lundi 23 décembre à Alger. Âgé de 79 ans, sa disparition intervient 4 jours seulement après l'investiture du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national en Algérie. Pour rappel, Ahmed Gaïd Salah avait poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission le 26 mars 2019 sous la pression du mouvement de contestation du Irak. Durant cette période, Ahmed Gaïd Salah avait assuré la transition du pouvoir dans le pays. Les précisions avec Ange Bijouno Ménio.
En Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'ANP, Armée nationale populaire, est décédé lundi 23 décembre 2019 d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. La disparition brutale du patron de l'armée algérienne intervient 3 jours à peine après l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Suite au décès du Moudjahid, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national de 3 jours et de 7 jours pour l'institution de l'ANP. Le général Ahmed Gaïd Salah occupait une place prépondérante sur le devant de la scène politique de l'Algérie. Vice-ministre de la Défense nationale et fidèle à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, il devient par la suite son adversaire, le poussant à la démission pour des raisons de santé le 26 mars 2019. Le général Salah avait également fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le chef d'état-major de l'armée, c'est un homme considéré comme un nationaliste. Il a toujours défendu le projet de novembre, c'est-à-dire le projet de libération nationale, et prônait également, et cela a été visiblement bien entendu ces 10 derniers mois dans ses discours, Ahmed Gaïd Salah avait déclaré que le prochain président qui sera élu aura à répondre aux demandes de la rue, notamment en matière de réforme politique dans le pays. Suite au décès du général Ahmed Gaïd Salah, le général-major Saïd Tchengria, commandant des forces terrestres, a été nommé chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, en remplacement de celui qui aura servi 62 ans durant l'armée algérienne. Visite officielle du président de la République française, Emmanuel Macron, au Niger. Le chef de l'État s'est rendu à Niamey afin de rendre hommage aux victimes des actes terroristes perpétrés dans la région. Après une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche 22 décembre avec son homologue nigérien, le président Issoufou Mahamadou, afin de rendre hommage aux 71 soldats nigériens tombés le 10 décembre à Inates durant l'une de ces attaques. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Aliz Mouktar. En visite de quelques heures au Niger, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux 71 soldats nigériens tués dans l'attaque du 10 décembre à Inates, près de la frontière malienne. Au carré des martyrs, situé dans l'enceinte de la base aérienne 101 de Niamey, Emmanuel Macron, qui revenait d'une visite officielle de 2 jours en Côte d'Ivoire, s'est incliné devant les tombes des victimes du terrorisme. Rendre ici l'hommage que nous devons à nos morts, c'est reconnaître aussi l'importance d'un combat commun, la force de celui-ci, et comme vous venez de le faire, la détermination commune qui est la nôtre. Les semaines qui viennent sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut en reclarifier le cadre, les termes, et en redéfinir plus clairement les objectifs. L'attaque du camp militaire d'Inates est la plus meurtrière depuis 2015 au Niger. Depuis plusieurs mois, le Sahel vit une véritable intensification du conflit. Occasion pour le président Issoufou d'appeler une nouvelle fois à plus d'alliances militaires. Il faut que la communauté internationale soit plus solidaire vis-à-vis de notre combat ici au Sahel contre le terrorisme. Parce que comme j'ai coutume de le dire, la sécurité est un bien public mondial. Donc le combat que nous menons ici au Sahel, nous le menons aussi pour l'Europe. Nous le menons aussi pour le monde. Le président français et son homologue nigérien Issoufou Mahamadou ont également échangé sur les questions sécuritaires, en prélude au mini-sommet de Pau en France prévu le 13 janvier 2020. Une rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et qui va réunir les 5 présidents de la sous-région, à savoir le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Durant cette deuxième visite du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, 4 accords bilatéraux ont été signés entre les 2 pays. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a réaffirmé son engagement envers la France et l'amitié qui lie les 2 pays. Les accords ont porté notamment sur les questions de défense avec la lutte contre le terrorisme, les infrastructures telles que le métro d'Abidjan ou encore le domaine de la santé. Reportage d'Oliva Diacotan.
La France et la Côte d'Ivoire ont signé 4 accords bilatéraux à Abidjan lors de la visite du président Macron dans le pays du 20 au 22 décembre 2019. Il s'agit du protocole de partenariat de défense entre les deux pays, la mise en œuvre et l'organisation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'avant-projet du métro d'Abidjan et une convention de crédit de 100 millions d'euros pour le secteur de la santé. Je tiens à nouveau à vous réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser davantage sa coopération avec la France. De 2012 à 2018, les deux pays ont signé 10 accords de coopération. Néanmoins, l'hégémonie de la France est menacée par d'autres puissances comme la Chine, la Russie et le Japon. Par exemple, la Chine détient désormais 21% de parts de marché dans le pays. Je comprends la fascination qu'on peut avoir pour certains qui arrivent les bras ouverts et vous disent « je vais régler tous vos problèmes avec beaucoup d'argent ». Et parfois d'ailleurs, on y va parce que c'est plus simple. Mais ils ont la même hégémonie que nous avons eue il y a 40, 50, 60 ans. Moi, je note que beaucoup des pays que vous avez cités, qui peuvent être perçus mieux que nous ne le sommes, aucun de ces pays-là n'envoie ses soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains. C'est la France qui le fait. En rappel, c'était le deuxième déplacement du président Macron en Côte d'Ivoire après le premier intervenu en 2017. Économie et lutte contre le terrorisme ont globalement dominé cette visite. Promotion de la finance verte pour le développement en Afrique. La finance verte préoccupe au plus haut point les décideurs politiques dans le continent. C'est durant la 5e conférence internationale sur le sujet qui s'est tenue à Dakar début décembre que l'importance de la contribution du secteur privé pour la lutte contre les effets du changement climatique a pu être abordée. L'objectif étant de faire de la finance verte le défi du moment pour le continent africain. Un sujet de Ange Bijouno-Ménio. La finance verte a été au cœur d'une conférence internationale à Dakar. Régulateurs, partenaires de développement et banques commerciales se sont donné rendez-vous dans la capitale sénégalaise pour prendre part à la 5e conférence internationale sur la finance verte. Il était surtout question de voir comment le secteur financier pourrait aider à mieux lutter contre les effets du changement climatique. Lorsqu'il y a changement climatique, ça crée un certain nombre de problèmes. C'est des opportunités. Le plus important pour nous, c'est de dire aux entreprises aujourd'hui qui sont, elles, moteurs de la croissance, notamment les PME, que si elles n'intègrent pas les paramètres de changement climatique dans leur modèle d'investissement, dans leur business model, elles ne seront plus là demain. La finance verte est désormais une affaire de tous, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. Alors que les finances publiques continuent d'être nécessaires pour la lutte contre les effets du changement climatique, les ressources demeurent insuffisantes. Voilà pourquoi le secteur privé est encouragé par le groupe African Guarantee Fund à faire la part des choses. Nous voulons voir comment utiliser les ressources du public pour créer un cadre qui permette au secteur privé de facilement venir financer les entreprises. Les résultats servent à améliorer l'accès des PME au financement de façon générale et en particulier l'accès des PME qui vont utiliser la technologie verte. Les besoins en investissement pour un développement inclusif de l'action climatique sont estimés à 1500 milliards de francs CFA par an. Ces investissements à travers des projets verts devront contribuer aux objectifs du développement durable, à la mise en œuvre de l'accord de Paris et aux contributions déterminées au niveau national. Diminution des activités industrielles en République démocratique du Congo. Le nombre de ces infrastructures est passé de 9000 à moins de 500 en 2019. Une baisse qui alerte le gouvernement qui cherche à faire face à cette diminution des activités du secteur industriel, moteur d'emploi et de l'économie du pays. Afin de contrer cette performance, les autorités envisagent la promotion des jeunes innovateurs congolais. Une solution partielle selon les experts. Les précisions de Nathalie Mo. Le tissu industriel de la République démocratique du Congo ne cesse de s'effiler. De 9000 industries en 1960, le nombre d'infrastructures industrielles est passé à 500 en 2019. En quête de l'émergence, la République démocratique du Congo ne peut se développer sans l'industrialisation. Mais les défis restent grands pour le secteur secondaire congolais.
Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo s'est désindustrialisée pendant les 60 dernières années d'indépendance. La première des choses, c'est que nous n'avons pas été en mesure de maintenir le secteur minier au plus haut niveau, d'autant plus que malgré la croissance des chiffres en termes de production, l'intégration a été complètement absente. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a préconisé la promotion de champions nationaux. Ainsi, il a annoncé un concours annuel financé par le Trésor public pour promouvoir les jeunes inventeurs et innovateurs congolais. Seulement, des experts présentent la mise en place d'un plan national d'industrialisation comme une solution plus durable. S'il y a un mot à passer au Premier ministre, c'est qu'avant de commencer un quelconque déploiement de l'activité industrielle, il faut en avoir un plan. Notre plan stratégique d'industrialisation a comme levier la disponibilité du courant électrique. Et de là, nous devrons être en mesure de décider ce que nous faisons de notre bois, ce que nous faisons de notre forêt, ce que nous faisons des matières minérales. Le gouvernement veut placer la République démocratique du Congo dans le registre des grandes puissances technologiques et industrielles à l'horizon 2050. Pour l'heure, le secteur industriel représente juste 2% de l'activité économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.